Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Quelques petites règles techniques avant de commencer. Déjà pour information, ce webinaire sera enregistré. Le replay vous sera diffusé dès que possible. On vous demande pour des raisons de confort de bien tous fermer vos micros. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et on y répondra ensemble à la suite des présentations. Donc, merci pour votre participation à ce webinaire sur la décarbonation des industries alimentaires, dont l'objectif sera de voir quelles aides on peut solliciter dans le cadre du plan de relance. Pour ce webinaire, nous aurons plusieurs présentations. Après une rapide introduction, Xavier Guillas de EY présentera les opportunités de financement pour les projets de décarbonation. Nous aurons ensuite deux témoignages d'entreprises qui sont engagées dans des projets de décarbonation. D'abord, Vincent Bartoli pour Cristal Vignon, pour un retour d'expérience dans le cadre de France Relance. Puis ensuite, Jean-François Herlem de Roquette, qui présentera un projet de décarbonation réalisé sur site. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Léa Mathieu Figueredo, je suis responsable environnement à l'ANIA. Comme vous le savez, il y a de grands objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont fixés à la fois au niveau européen et au niveau français, avec un objectif de réduction à hauteur de 55% fixé par la Commission européenne pour 2030, et puis un objectif global de décarbonation à horizon 2050, fixé au niveau européen comme au niveau français. Pour atteindre cet objectif, les entreprises de l'alimentaire sont évidemment directement impliquées. Donc, l'alimentaire français, en quelques chiffres, c'est avant tout 98% de TPE-PME. Le secteur agroalimentaire représente environ 10 millions de tonnes des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente 1/8 des émissions industrielles. Et les sources principales de ces émissions sont la combustion et les fluides frigorigènes HFC. Donc, comme je vous le disais, le secteur est largement engagé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'ANIA a produit dans ce cadre une feuille de route en collaboration avec les ministères pour fixer un objectif de réduction de 35% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 sur la base de 2015, avec plusieurs leviers qui ont été identifiés. La réduction de l'utilisation des fluides frigorigènes HFC, comme je vous le disais précédemment, la décarbonation des combustibles, ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et des engagements individuels d'entreprise ont également été pris pour atteindre les objectifs de décarbonation à horizon 2030, 2040 ou 2050. Et donc, dans ce cadre-là, l'ANIA mène un certain nombre d'actions et d'actions de promotion des actions qui sont mises en place par les entreprises, ainsi que d'accompagnement des entreprises via l'organisation de webinaires comme celui-ci ou d'autres webinaires qu'on a pu organiser avec Greenflex et l'AT2E dans le cadre des programmes ProRefei et Invest. Notre manifeste transition verte pour les entreprises alimentaires, qui a été publié en octobre dernier, représente aujourd'hui l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre par les entreprises de l'alimentaire pour permettre la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Xavier qui va vous présenter un petit peu plus précisément les aides disponibles. Merci et très bon webinaire à tous. Merci Léa. Bonjour à tous. Donc moi je suis Xavier Guillas, je fais partie de l'équipe développement durable d'EY. EY c'est une grande maison, mais notre équipe qui rassemble à peu près une centaine de consultants accompagne des clients publics et privés sur les sujets de changement climatique et de durabilité. On intervient à la fois sur des sujets de stratégie RSE et de communication extra-financière, mais de plus en plus sur du conseil opérationnel, sur les sujets d'énergie,
des audits énergétiques, des achats d'énergie renouvelable, des stratégies carbone, trajectoires opérationnelles aussi pour atteindre les objectifs en matière de climat, et puis du conseil aussi sur tout ce qui est filière durable, éco-conception et portefeuille de produits responsables. Et au sein de cette équipe, j'interviens plus spécifiquement donc avec le secteur agricole et agroalimentaire. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter un certain nombre d'observations qu'on peut avoir sur aujourd'hui les opportunités de financement pour la décarbonation dans le cadre du plan de relance. Donc, on va passer en revue un petit peu les dispositifs prévus par le plan de relance avec un agroalimentaire. Alors, le plan de relance, vous l'avez sûrement tous en tête, donc ça a été annoncé en septembre dernier, dans le cadre évidemment d'une crise sans précédent qui est la crise sanitaire Covid, mais également qui nous a fait réaliser un certain nombre de faiblesses, de limites, qui a mis aussi à rude épreuve nos systèmes et nos entreprises, mais qui est aussi, donc il y avait une volonté de réagir, donc c'est le mot relance, mais il y a aussi une volonté très forte de réagir en prenant en compte des enjeux plus long terme, qui sont ceux du changement climatique, de la perte de biodiversité, de l'environnement. Et donc, on se retrouve avec un plan qui est massif, qui comprend donc 100 milliards d'euros annoncés sur la période 2020-2022, et qui, chose assez remarquable, comprend 3 volets, donc la cohésion, la compétitivité pour les dimensions plus sociales et économiques, mais un volet quasiment pour un tiers, 30 milliards, sur l'écologie et les sujets donc, de biodiversité, de mobilité durable, de rénovation énergétique, de transition agricole, enfin tous les sujets clés de long terme sont compris dans ce volet écologie. Plus spécifiquement, pour ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, ça c'était pour un peu l'image globale, dans le volet écologie, l'enjeu du changement climatique est très clairement au cœur des dispositifs qui sont mis en œuvre. Il y a un objectif affiché par la France qui est d'atteindre, de viser la neutralité carbone à 2050 en cohérence avec les objectifs européens et donc de devenir finalement la première grande économie décarbonée européenne. Et donc le moyen, en tout cas les outils qui ont été retenus pour y parvenir, c'est d'aider, d'accélérer en tout cas la modernisation des outils de production et donc très clairement un soutien à l'investissement pour à la fois relancer l'économie et se préparer à cette transition écologique en lien aussi avec évidemment des dispositifs européens, une politique européenne, des dispositifs liés au Green Deal, à la taxonomie verte en Europe, donc à des fins d'atteindre cette neutralité carbone et cette transition écologique. Donc on retrouve des dispositifs qui traitent de tous les acteurs. Hein. Donc on a des sujets sur la rénovation thermique des bâtiments, sur la décarbonation de l'industrie, sur lesquels donc, on va revenir aujourd'hui, mais également du soutien pour la mobilité verte, le renouvellement des flottes de véhicules, des dispositifs qui traitent plus de la transition du secteur agricole, tous ayant un impact direct ou indirect en tant qu'enjeu direct ou indirect, le changement climatique. Donc pour rappel, il y a 1,2 milliard qui a été prévu comme enveloppe sur les sujets de décarbonation de l'industrie pour la période 2020 à 2022, donc une fenêtre de tir assez restreinte, mais des volumes et des moyens assez considérables. L'enjeu, je pense, il y a eu beaucoup d'annonces, il y a eu beaucoup de dispositifs. L'enjeu aujourd'hui, c'est de bien trouver, de trouver sa voie, de trouver les bons dispositifs, de s'y retrouver entre les différents services instructeurs, les projets éligibles, et donc d'arriver à bien comprendre finalement ce paysage d'aide qui a été mis en place ou qui a été complété, parce qu'il y avait déjà pas mal d'aides existantes, au travers de ce plan de relance. Et donc c'est un des objectifs qu'on s'était fixé aujourd'hui, c'est pour un certain nombre d'entre vous, c'est
fournir finalement une clé de lecture et des informations supplémentaires sur le panorama des aides et comment s'y retrouver par rapport à des projets que l'on peut porter. Alors vous avez ici à l'écran finalement un peu une tentative en tout cas de préciser, en tout cas d'expliquer les différents dispositifs avec une logique donc de projet que vous pouvez porter en tant qu'industriel, plutôt sur la gauche, et les principaux dispositifs qui est la décarbonation, qui apparaissent plutôt sur la droite de cet organigramme. La décarbonation de l'industrie, donc on peut la segmenter quelque part entre des opérations d'efficacité énergétique, donc de réduction de la consommation par unité de production, ou des procédés ou des projets qui vont tendre à réduire le contenu en carbone des énergies ou des procédés. Sur la partie efficacité énergétique, la clé de répartition, le point d'entrée en tout cas, il se fait en fonction de la taille des projets. Aujourd'hui, vous avez un dispositif qui vise à aider les projets plus petits avec un certain nombre d'opérations standardisées, en tout cas d'équipements prédéfinis, pour un montant total inférieur à 3 millions d'euros. Et donc, on est sur une logique d'aide à l'investissement et une logique de guichet qui est opérée par l'agence de services et de paiement, l'ASP, au fil de l'eau, donc entre maintenant et la fin de 2022. On y reviendra. Pour compléter ce dispositif donc de projets plus petits, on a des projets, on a un appel à projet, donc Indus EE, qui vise les projets plus gros, donc plus spécifiques, plus techniques souvent, avec une aide qui est sur mesure, donc pour les projets de plus de 3 millions d'euros. Et donc cette fois-ci, on est sur également une aide à l'investissement, mais on est sur un service instructeur qui est l'ADEME, puisqu'on est sur des opérations un petit peu plus techniques, on va dire. On aura un zoom dans les pages qui suivent et le reste de ce webinaire sur ces deux dispositifs. Je reviendrai sur le guichet de soutien à l'investissement, la l'efficacité énergétique. Et puis sur Indus EE, on aura également le témoignage de Vincent Bartoli de Caisse à l'Union avec un retour d'expérience sur ce dispositif et sur un projet qu'ils ont porté et qui a été retenu dans le cadre du premier appel à projet 2020. Sur la partie contenu en carbone des énergies des procédés, il y a trois principaux dispositifs. Le premier vise la production de chaleur à partir de biomasse. C'est un dispositif que l'on connaissait. Les appels à projet BCIAT. À ceci près qu'il y a une nouveauté importante, c'est qu'à l'aide à l'investissement qui était déjà opérationnelle, une aide au fonctionnement est prévue. Donc, on peut cumuler une aide à l'investissement et une aide au fonctionnement pour l'exploitation de chaudières biomasse pour finalement favoriser, en tout cas rendre compétitive la chaleur renouvelable à partir de biomasse par rapport à des solutions fossiles. Donc là, on est sur un appel à projet BCIAT qui est instruit également par l'ADEME. On y reviendra aussi, parce que c'est un dispositif qui est applicable aux industries agroalimentaires, qui est potentiellement intéressant. Donc, on précisera un petit peu les modalités de candidature et on aura également un témoignage d'entreprise puisque Jean-François Herlem partagera en tout cas l'expérience de Roquette avec ses dispositifs sur la chaleur biomasse. Deux derniers dispositifs qu'on a mentionnés qui peuvent éventuellement intéresser certains d'entre vous, même si on pense que ce n'est pas le cœur de l'intérêt, en tout cas des solutions applicables à l'agroalimentaire. On a un dispositif qui s'intitule donc Indus Décar, qui vise à promouvoir les procédés décarbonés. Donc là, on est sur des interventions qui sont principalement de l'électrification de procédés, donc sur des fours électriques, des énergies radiantes, du micro-ondes, du UV, du plasma, et qui ne sont pas couverts par les autres dispositifs. Donc on a finalement probablement des opérations qui sont un petit peu moins courantes, en tout cas dans le milieu agroalimentaire. Et le dernier qui mérite aussi d'être noté, d'être présenté, c'est donc un dispositif d'aide à l'investissement pour la chaleur issue de combustibles solides de récupération, de CSR,
à nouveau donc avec un appel à projet qui est lancé en 2021, donc pour une production de chaleur à partir de CSR et qui, à nouveau, compte tenu des tailles et puis des spécificités du secteur agroalimentaire, nous semble être probablement un dispositif un petit peu moins, qui intéressera un petit peu moins d'acteurs. Ce que je vous propose, c'est de présenter un petit peu plus en détail les 3 premiers dispositifs. Donc, le premier sur l'efficacité énergétique. On est donc, en termes de projets éligibles, on est sur des investissements, comme je l'ai dit, inférieurs à 3 millions d'euros. Donc, ça, c'est bien le critère principal à avoir en tête pour candidater à ce dispositif. On est sur une sélection d'équipements prédéterminés, donc des opérations standardisées. On a un total de 18 catégories de matériel qui ont été pré-référencées et déclarées éligibles, qui se regroupent dans 3 familles, entre on y reviendra juste après, mais récupération de chaleur, des dispositifs, des matériels visant à améliorer le rendement énergétique, ou des matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre, donc qui viennent remplacer des combustibles fossiles généralement. En termes de porteurs de projets, tous les secteurs sont éligibles à l'exclusion des industries ou des acteurs de production et de commercialisation d'énergie. Donc très clairement, l'agroalimentaire les industries agroalimentaires sont tout à fait éligibles et compte tenu de la taille des projets et du plafond à 3 millions d'euros, on est potentiellement sur un dispositif qui peut intéresser les plus petites entreprises, qui n'est pas limité, qui concerne tout le monde, mais qui devient potentiellement intéressant pour des projets aussi de plus petite taille qui peuvent intéresser les PME ou les entreprises moyennes. En termes d'aide, on est sur une subvention, on est sur une aide à l'investissement qui est calculée sur la base des montants d'investissement éligibles, donc qui se rapportent aux matériels qui ont été prédéfinis, et avec un taux de subvention qui est, comme on a l'habitude, qui est plafonné en fonction de la taille des entreprises, qui peut aller jusqu'à 50% quand même pour les petites entreprises, et puis qui diminue jusqu'à 40 et 30% pour les grandes entreprises. En termes de modalités de candidature, ce dispositif, donc c'est un dispositif de guichet qui est dans le service instructeur et l'agence de services et de paiement, l'ASP. Donc on est sur une logique de dossier relativement simple, de formulaire à remplir, à déposer ou à envoyer à l'ASP avec une instruction rapide, rapide, en tout cas au fil de l'eau. Et donc le dispositif est ouvert jusqu'à la fin de 2022 en fonction des dépôts et des décaissements. Les points intéressants sur le dispositif, en tout cas sur lesquels on voulait insister, on a aujourd'hui donc 3 familles d'interventions avec des matériels précis qui sont définis, qui sont prédéfinis. On a un certain nombre, donc je vous laisserai consulter l'arrêté qui précise les types de matériel éligibles, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de matériels qui n'étaient pas forcément couverts jusqu'à présent par d'autres dispositifs d'aide, notamment les certificats d'économie d'énergie, en tout cas pour les fiches standards, ou d'autres aides financées par le Fonds Chaleur. Donc, ça veut dire qu'on a ici une nouveauté qui est un certain nombre d'opérations assez standards, de technologies matures, applicables à l'industrie et à un certain nombre de procédés agroalimentaires qui vont devenir éligibles à des aides. Donc, elles apparaissent ici en bleu, mais on a des éléments comme des matériels comme les pompes à chaleur, on a des procédés de production d'électricité à partir de chaleur fatale, on a aussi un certain nombre de procédés spécifiques tels que la captation d'énergie, par exemple, de chaleur, en tout cas, de refroidissement, quand des produits solides ont été chauffés et doivent se refroidir. Donc, on a des éléments qui n'étaient pas spécifiquement couverts par d'autres aides. On a aussi tout ce qui est la régulation et ce qui tourne les périphériques autour de la régulation, notamment de fours, de séchoirs, de compresseurs qui n'étaient pas spécifiquement visés par d'autres aides. Et puis, sur la 3e famille, sur les matériels alternatifs moins émetteurs, on a également des sujets tels que l'électrification, donc l'utilisation d'ultraviolet, d'infrarouge, d'induction, de micro-ondes, ou aussi des alternatives à la pasteurisation thermique, donc les pasteurisations
sous pression, par exemple, qui peuvent être éligibles et être intéressants. Donc, je pense que c'est un des éléments à prendre en compte, c'est ces nouveaux dispositifs. Et également, on souhaitait, pour rappeler la dimension économique ou l'intérêt, en tout cas la pertinence économique de ces aides. Je pense que vous le savez tous, la plupart des projets d'efficacité énergétique sont généralement rentables, avec un temps de retour sur investissement qui est plus ou moins long en fonction du montant à investir et des économies qui sont réalisées. Mais là, on a, avec ces aides supplémentaires sur ce dispositif, un intérêt économique pour les porteurs de projets qui est potentiellement significatif. On vous présente ici, à titre d'illustration, mais un exemple de projet sur de l'optimisation de conduite de fours alimentaires. Donc, c'est des opérations. Donc, ici, on est plutôt sur des investissements qui concernent l'isolation, qui concernent l'optimisation de la régulation des brûleurs, la gestion des débits de buée. Donc, on est plutôt sur ces éléments entourant la conduite, véritablement les consignes de fonctionnement d'un four, qui étaient chiffrés donc à peu près à 150 000 €. Des bénéfices environnementaux qui sont les économies de consommation de gaz, les réductions d'émissions de CO2 associées, donc qui sont l'objectif premier, en tout cas du volet décarbonation et du volet écologique du plan de relance, mais un intérêt économique aussi accru, puisqu'on a au travers de ces aides-là une réduction au niveau de l'investissement, donc qui peut aider sur la partie financement du projet. Et le corollaire, c'est la réduction du temps de retour sur investissement. On était ici sur un projet, alors évidemment la simulation avec plan de relance, le cas avec plan de relance, c'est une simulation, mais ce projet-là qui avait un temps de retour qui était déjà aux alentours de 4 ans, finalement voit son point d'équilibre avancé de 9 mois. Donc, on est sur un projet qui est, son point d'équilibre est aux alentours un petit peu après 3 ans. Donc, c'est quand même des éléments à prendre en compte et qui justifient en tout cas aujourd'hui de se reposer la question sur des technologies assez matures d'économie d'énergie, de l'opportunité en tout cas de monter des dossiers et de demander des aides pour faciliter ces investissements. Le deuxième dispositif qui concerne l'efficacité énergétique et qui vient compléter ce premier dispositif sur les projets plus petits, c'est l'appel à projet géré par l'ADEME, donc Indus EE, qui concerne donc des investissements plus larges, de plus grosse envergure, de 3 millions d'euros, avec une logique évidemment d'efficacité énergétique et de projets plus complexes sur mesure, donc qui concernent à nouveau tous les secteurs sont éligibles, toutes les tailles d'entreprises. On s'attend sur ces projets plus conséquents à avoir probablement des porteurs de projets un peu plus grands, et une logique de subvention et d'aide à l'investissement qui est calculée sur le surcoût des investissements envisagés pour cette efficacité énergétique par rapport à des solutions de référence. Et toujours une logique de plafonnement des aides en fonction de la taille des entreprises. Il y a eu un premier appel à projet donc en 2020 et on aura donc le retour d'expérience de Cristal Union. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais pour les futures candidatures, donc il y a un deuxième appel à projet à venir qui devrait être ouvert donc sur le premier semestre 2021. Donc si ce dispositif vous intéresse ou s'applique potentiellement à vos sites ou vos usines, gardez en tête donc il y aura une nouvelle échéance probablement avant la fin du premier semestre 2021 et un dossier donc à remettre à l'ADEME qui est le service instructeur. Le troisième dispositif dont on a parlé qui concerne la chaleur biomasse, à nouveau donc là on est sur le dispositif un peu historique des appels à projets BCIAT
avec donc une nouveauté d'ampleur quand même, qui est qu'on passe d'une aide historiquement qui était une aide à l'investissement à aujourd'hui une aide à l'investissement et ou un cumul aide à l'investissement et aide au fonctionnement. Donc on est sur, pour compenser finalement le manque de compétitivité de la chaleur à partir de biomasse, donc un volet sur une aide à l'exploitation qui est contractée sur 15 ans pour rendre finalement la différence de coût entre les deux solutions fossiles et renouvelables plus faible. Donc on a des critères d'éligibilité comme toujours sur BCAT, sur une certaine taille de projet, donc une production qui est supérieure à 12 000 MWh par an, un taux de couverture aussi, donc sur l'utilisation de ces besoins thermiques qui doit dépasser 80%. Les secteurs concernés, vous êtes dedans puisque c'est historiquement donc toujours l'industrie, l'agriculture et tertiaire. Et cette fois-ci, on est sur une instruction qui est un peu plus complexe l'instruction, les dossiers à monter doivent contenir à la fois des informations sur les investissements, mais également le mode de fonctionnement et la comparaison finalement des coûts, du coût total de la solution biomasse par rapport à des solutions de référence fossiles, notamment gaz, et donc une aide qui va être calculée en fonction de ces conditions de dossier et avec une comparaison véritablement entre deux solutions et une aide qui est apportée donc sous forme d'aide à l'investissement ou d'aide au fonctionnement pour assurer une rentabilité raisonnable au projet et toujours un plafond accordé aux différentes tailles d'entreprise comme on en a l'habitude. Sur cet appel à projet, donc on s'attend à avoir un appel à projet donc en courant de 2021 et un autre courant de 2022 a priori, à nouveau instruit par l'ADEME sur ces projets donc assez techniques. En résumé, je pense que les points importants à retenir, c'est que ces dispositifs du plan de relance, après des annonces qui ont été faites fin 2020, sont aujourd'hui opérationnels. Donc, ils sont des dispositifs qui fonctionnent, qui visent principalement des investissements et des technologies matures, donc des solutions concrètes qui permettent de moderniser l'appareil de production industrielle. Comme vous l'avez vu, on a un certain nombre de dispositifs qui ont été construits un peu en poupée russe, c'est-à-dire que chaque dispositif vise à compléter ce qui n'est pas couvert par d'autres. Donc, on a quand même des dispositifs qui sont assez variés et complémentaires, qui sont techniquement sur les bons sujets en termes de technologie, de réduction de l'empreinte environnementale. Le financement, alors évidemment, à voir au cas par cas, mais est quand même une opportunité intéressante de rendre rentables certains projets ou de faciliter le financement de ces projets-là. De nombreux dossiers, donc quand je disais que c'était opérationnel, c'est que de nombreux dossiers sont déjà déposés. Il y a eu déjà un certain nombre aussi de lauréats, 16 projets qui ont été retenus dans le cadre des appels à projets Indus EE et Indus Descartes. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et dont il faut profiter, en tout cas, se poser la question d'en profiter assez rapidement, parce que la fenêtre de tir, c'est jusqu'en 2022, donc on est bien sur une période assez restreinte. Et puis pour rappel, ou pour donner aussi un petit peu pour prendre un peu de recul, ces sujets de décarbonation, au-delà de l'intérêt pour l'entreprise en tant que telle, sur ses consommations d'énergie, sur ses approvisionnements, sur la sécurisation de ses approvisionnements ou la réduction des fluctuations des prix, c'est également une réponse à des attentes qui sont de plus en plus pressantes, on va dire, de la part de toutes les parties prenantes, que ce soit les clients, les consommateurs de vos produits, les investisseurs ou les partenaires, les collaborateurs, les futurs recrues aussi. Donc, c'est bien des dispositifs qui vont dans le bon sens. Donc, le message, c'est que c'est vraiment avec l'arrivée de ces dispositifs, le bon moment quand même de se reposer la question de projets qui deviendraient plus justifiés, donc de revoir sa liste de projets d'investissement pour
vérifier les opportunités éventuellement de nouveaux projets ou l'éligibilité de projets qui sont un peu en suspens par rapport à ces aides. Et puis, pour les projets d'investissement à venir, d'optimiser le montage de ces projets, d'anticiper le dépôt des dossiers pour profiter éventuellement de ces financements. Voilà. Donc, les dispositifs sont en place. Ce sont des opportunités intéressantes. Reposez-vous la question si besoin de comment en profiter. Et puis, je vais laisser la parole à Vincent Bartoli qui va nous apporter un éclairage sur un retour d'expérience récent sur un des dispositifs. Merci beaucoup, Xavier. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est ouais. parfait. Okay, Il manque juste le mode plein écran et c'est bon. Ça arrive. Voilà. Super. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Vincent Bartoli. Ça fait 11 ans que je travaille pour Cristal Union. J'étais auparavant responsable de production dans différentes sucreries du groupe et ça fait maintenant 1 an que j'ai rejoint les équipes du siège de Cristal Union pour, on va dire, un petit peu impulser le démarrage du programme de la stratégie de décarbonation du groupe qui a vraiment pris une nouvelle dynamique maintenant depuis 1 an. Donc je vais vous présenter tout ça et notamment dans le cadre de cette stratégie de décarbonation, notre dépôt de dossier auprès de l'ADEME sur le dispositif efficacité énergétique pour notre projet de mise en place d'un sécheur vapeur à pulpe à la sucrerie de Saint-Émilie qui, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, a fait partie en 2020. On a fait partie des 16 lauréats à avoir obtenu cette aide. Donc je vais tâcher de vous expliquer un petit peu techniquement de quoi il retourne, sans trop non plus vous embêter avec ces détails, mais aussi vous partager mon expérience par rapport à l'instruction de ce dossier et peut-être quelques clés de réussite par rapport à ce type de dossier auprès de l'ADEME. Alors rapidement, une présentation du groupe Cristal Union. Donc groupe Cristal Union, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc ses principales productions, c'est du sucre de betterave et du sucre raffiné, également de l'alcool sous différentes formes, de l'alcool industriel sous différentes formes, donc soit du bioéthanol pour tout ce qui est carburant, soit de l'alcool industriel pour la cosmétique, la pharmaceutique, voilà. Donc toutes ces productions se répartissent sur 18 sites de production pour un chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards d'euros par an, et voilà, donc régulièrement, que ce soit au niveau national ou européen, on se situe plutôt en très bonne position sur différents paramètres. Voilà. Et donc notre sucre principalement est commercialisé et décliné par différentes marques, des marques que beaucoup connaissent, Daddy Sucre, Erstein ou Eridania. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait maintenant 1 an que le groupe Cristal Union a vraiment décidé d'impulser une nouvelle dynamique sur sa décarbonation. Et donc, finalement, en toute cohérence avec les objectifs affichés du Green Deal de la Commission européenne, nous, le premier jalon qu'on s'est fixé, en tout cas à moyen terme, c'est les 40% de réduction de nos émissions de CO2 fossiles d'ici à 2030 par rapport aux émissions de 2015. Donc ça, c'est notre objectif suprême, en tout cas à l'horizon 2030. Après, on verra pour la décarbonation totale, mais voici le premier jalon. Et donc les principaux axes de décarbonation, c'est-à-dire les axes autour desquels s'articule la stratégie de décarbonation. Donc le premier axe, le plus important, c'est la réduction de consommation énergétique des unités de production, parce que c'est un double intérêt, bien sûr. Non seulement il y a l'impact environnemental et l'atteinte de nos objectifs en termes de réduction de CO2, mais également comme il y a une notion d'économie d'énergie derrière en termes de prix de revient et de rentabilité économique, c'est doublement intéressant. Ensuite, il y a la conversion aux énergies renouvelables, que ce soit d'autres types, d'autres sources d'énergie, que ce soit la biomasse ou le biogaz, bien sûr également dans le but d'atteindre la neutralité carbone. Et également, ça c'est propre
l'industrie sucrière, nous disposons au niveau de cette industrie de coproduits, voire de résidus qui sont valorisables, notamment la pulpe de betterave ou les effluents chargés, notamment qui sont générés lors du lavage des betteraves. Donc finalement, sont deux sources de matière organique qui peuvent être valorisées sous forme de méthane et donc de biogaz, et qui à terme pourraient nous aider à décarboner notre industrie. Voilà. Donc voilà pour le programme. Et donc maintenant, je vais vous expliquer rapidement, techniquement, de quoi il retourne par rapport au projet qui nous intéresse. Donc là, on se situe au niveau de la sucrerie de Saint-Émilie, qui géographiquement est dans la Somme, hein, entre Cambrai et Saint-Quentin. Donc sucrerie qui finalement se présente sous la forme d'un schéma assez traditionnel de sucrerie. C'est-à-dire que en termes de matières premières, vous rentrez des betteraves sucrières, vous en extrayez le sucre et vous en sortez du coup du sucre blanc de betterave. Mais également un autre coproduit qui est la pulpe de betterave, hein, donc finalement cette pulpe de betterave qui a été épuisée en sucre parce qu'on l'a extrait dans le process sucrier. Et pour ce faire, on a besoin de beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, sur le site de Saint-Émilie, cette énergie est produite par une chaufferie qui fonctionne au gaz naturel et qui produit de la vapeur à haute pression. Donc, on va s'intéresser aux pulpes de betterave. On a deux choix, soit on la commercialise telle quelle, soit on la déshydrate, donc c'est-à-dire qu'on la sèche et on la granule sous forme de pellets de pulpe de betterave, qui sont également destinés à l'industrie, à l'alimentation animale. Et donc là, on passe de 30 à 90% de matière sèche. Et pour ce faire, actuellement, nous avons une unité de déshydratation qui est située à Épénencourt, également dans la Somme, mais qui est un site déporté à une trentaine de kilomètres de Saint-Émilie. Et donc qui fonctionne elle, au charbon. Donc, cette déshydratation d'Épénencourt, comme vous le voyez sur le schéma, sur le slide, elle est vraiment équipée d'un schéma vraiment très traditionnel, très classique de séchage, de déshydratation. Donc, on génère des gaz chauds sur un four à charbon à grille mobile. Ces gaz chauds sont dirigés vers un sécheur rotatif dans lequel sont introduites également les pulpes surpressées à 30% de matière sèche. Le séchage a lieu et on sort de ce sécheur, on sort des pulpes séchées à 90% de matière sèche qui sont orientées vers la granulation, mais également des buées de séchage, donc des buées saturées en eau et chaudes et humides, qui elles par contre sont évacuées après divers systèmes de séparation et de filtration par rapport aux poussières, qui sortent directement au niveau d'une cheminée. Donc les buées de séchage sortent à l'atmosphère. Et on peut considérer qu'il y a une forme de chaleur fatale des buées de séchage qui à ce jour est perdue à l'atmosphère. Alors c'est un schéma qui est tout à fait classique, donc pas de problème par rapport au ratio énergétique, mais c'est clair que quand on voit ça, on se dit que énergétiquement il y a quelque chose à faire, il y a une optimisation à apporter. Et c'est là que le schéma du sécheur vapeur rentre en jeu. Donc dans le cadre de ce projet, en fait, ça consisterait à vraiment transférer toutes les activités du site d'Épénencourt, c'est-à-dire le séchage et la granulation, sur le site de la sucrerie. Et donc, en fait, on intégrerait le sécheur à vapeur au schéma thermique de l'usine, donc de la sucrerie. Étant donné que l'avantage, c'est que les deux, que ce soit la période de production de pellets de pulpe ou la période de production de sucre blanc, les deux sont simultanés dans la mesure où la matière première, c'est la betterave sucrière. Donc tout se passe pendant la campagne de betterave. Et donc le gros avantage de ce schéma-là, c'est que finalement, déjà, on élimine le charbon, c'est-à-dire que la source d'énergie qui va alimenter ce sécheur à pulpe, ça va être la vapeur haute pression générée par la chaufferie qui fonctionne au gaz naturel. Donc on passe sur une source d'énergie moins polluante. Et deuxièmement, le fait, comme vous allez le voir sur le slide ci-dessous, ci-joint, le fait d'intégrer ce sécheur vapeur à la sucrerie permet de valoriser la chaleur fatale présente dans les buées de séchage et de la valoriser sur l'atelier d'évaporation de la sucrerie. Donc l'ensemble ou tout ou partie en tout cas des calories présentes dans les buées de séchage qui sortent du sécheur vapeur vont être épuisées sur l'atelier d'évaporation à multiples effets de la sucrerie. Et donc finalement, donc bon, rapidement pour
pour décrire un petit peu le schéma, donc on dispose de la chaudière qui va sur un turbo-alternateur et donc la vapeur haute pression qui sort de la turbine alimente le sécheur duquel on sort les pulpes séchées, mais également les buées de séchage qui vont être valorisées sur l'atelier d'évaporation. Et donc finalement, ce procédé qui permet de valoriser cette chaleur fatale fait que la part nette d'énergie purement utilisée pour le séchage est très considérablement réduite et ça nous permet d'obtenir sur le séchage, en tout cas, 85% d'économie d'énergie et également sur les émissions de CO2 liées à l'activité de séchage, on atteint 90% de réduction des émissions de CO2 fossiles, bien sûr en grande partie grâce aux réductions, aux économies d'énergie pure, mais également au fait de passer du charbon au gaz naturel qui émet pratiquement 2 fois moins de CO2 à égale énergie. Voilà pour le projet. Donc, j'y reviendrai plus tard si vous avez des questions, mais là, je vais vous donner, je pense, quelques clés de lecture par rapport à ce qui a séduit l'ADEME par rapport à ce projet. Donc, c'est résumé sur ce slide. Donc, bien sûr, le plus important, hein, on vient d'en faire mention, mais on est obligé de le remettre parce que c'est vraiment significatif. Ce sont les critères de performance énergétique et environnementale, c'est-à-dire au niveau énergétique, 85% de réduction des consommations d'énergie, c'est vraiment considérable, hein, c'est divisé par 6. Également au niveau environnemental, 90% de réduction des émissions de CO2 fossiles. Hein, sur ce projet, on parle de 40 000 tonnes de CO2 par an. Voilà. Ensuite, il y a une notion qui revient souvent dans la démarche de l'ADEME et qui vraiment est très séduisante pour eux, c'est cette notion de valorisation de l'énergie fatale. Ce qui est le cas du projet présenté, dans la mesure où c'est vrai qu'auparavant, enfin jusqu'ici, on disposait d'un process qui, malgré tout, dilapidait une bonne partie de son énergie fatale à l'atmosphère, et dans le cas de ce projet, réussit à la valoriser. Donc ça, c'était très séduisant pour l'ADEME. Également, on l'a déjà évoqué, mais il faut le redire, on opère une conversion énergétique vertueuse, dans la mesure où on passe du charbon, qui est vraiment une source d'énergie qui, à assez court terme, on espère s'en passer le plus possible, voire l'arrêter. Également, l'impact au niveau global du groupe, c'est-à-dire que là, on parle d'un projet, c'est vrai, avec un niveau d'investissement relativement important, mais en un seul projet, les perspectives sont quand même de réaliser 15% des objectifs de réduction des émissions de CO2 fossiles aux environs de 2030 en un seul projet. Donc ça parle quand même, c'est un projet ambitieux, mais qui tout de suite a un impact important sur la stratégie de décarbonation du groupe. Donc ça aussi, c'était quand même un argument assez important. Et enfin, bien sûr, l'impact social du projet, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné le volume d'économie d'énergie réalisé par ce projet, le fort gain de rentabilité du projet, bon, néanmoins, je précise quand même qu'on reste au-dessus des 2 ans de temps de retour sur investissement demandé et exigé par l'ADEME pour être éligible, mais néanmoins, la forte rentabilité fait que on pérennise l'activité de l'usine et donc on sécurise un petit peu le tissu industriel local. Voilà, donc tous ces arguments-là sont parlants aux yeux de l'ADEME et ont vraiment fait, je pense, la différence. Enfin, en tout cas, des discussions qu'on a eues avec l'ADEME. Voilà. Ensuite, alors on peut parler de difficultés rencontrées ou en tout cas de points d'éclaircissement, de négociation, de travail avec l'ADEME. Je voudrais vous livrer quelques points, à mon sens, essentiels. Bon, alors bien sûr, qui ont toujours été traités en toute intelligence et en très bonne collaboration avec l'ADEME, mais qui ont donné lieu quand même à pas mal d'allers-retours et de discussions. Donc, il y a le critère d'isoproduction. Alors, sachant que dans le cahier des charges de l'ADEME, il est demandé, pour être éligible, ou en tout cas que la partie éligible soit sur un investissement qui soit à isocapacité, mais également à isoproduction. Donc, en l'occurrence, nous sommes à isocapacité dans la mesure où le sécheur vapeur que l'on va installer a la même capacité de séchage que les 2 lignes au charbon actuellement en place sur notre usine d'Épenancourt. Donc ça, il n'y avait pas de débat, c'était bon.
En revanche, au niveau du côté du critère isoproduction, actuellement, l'usine d'Eppenancourt, certes, est équipée d'une certaine capacité de séchage, mais ne l'utilise pas à 100% de son potentiel. On va dire qu'on est aux alentours de 50%, ça dépend des années, mais voilà, on n'est pas à 100%. Or, une telle installation, avec un tel niveau de performance énergétique et avec un tel potentiel d'impact environnemental, ce serait dommage de la mettre en place et pour respecter scrupuleusement ce caractère d'isoproduction, ne l'utiliser qu'à 50% de son potentiel. Donc, en fait, on a développé une démarche avec l'ADEME. En fait, on a voulu raisonner au niveau global, même si en général, l'ADEME demande de raisonner à l'échelle d'un site, d'un seul établissement. Là, on a raisonné au niveau global du groupe Cristal-Union, c'est-à-dire qu'on dispose de plusieurs unités de déshydratation au charbon qui globalement présentent les mêmes ratios énergétiques. Et donc, on a décidé que pour rester à isoproduction, sur un même volume de production de pellets de pulpe produits à partir d'une source d'énergie charbon, pour rester sur le même volume de production, afin de saturer la nouvelle installation, la future installation de Saint-Émilie, on allait faire un transfert de pulpe d'autres sites fonctionnant au charbon pour saturer Saint-Émilie, ce qui a été accepté par l'ADEME. Voilà. Donc ça peut être une clé si vous rencontrez une configuration comparable pour vos projets. Ça peut être une clé à discuter avec l'ADEME. Ensuite, il y a le protocole de mesurage des économies d'énergie. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cahier des charges, j'ai demandé de mettre en place une instrumentation spécifique. Sur ce projet, c'était pas forcément évident dans la mesure où ça supposait de mettre en place des débitmètres vapeur dont on connaît surtout des débitmètres vapeur de cette dimension-là, c'était pas évident, d'autant plus que la fiabilité de ce type d'instrument est pas toujours parfaite. Donc, on est parti sur un protocole de mesurage qui s'appuie sur un protocole de mesurage à l'échelle d'une période de production, c'est-à-dire d'une campagne betteravière, et qui s'appuie finalement sur le bilan matière officiel de l'usine et également sur les factures énergétiques, c'est-à-dire gaz naturel et électricité. La difficulté, c'est qu'une fois qu'on dispose de ces données-là, il faut réussir à différencier la part d'énergie qui est attribuée au séchage pur de la pulpe de la part d'énergie qui est attribuée à tout le reste des activités, notamment à la production de sucre. Et donc, pour ce faire, on a quand même réussi à établir un protocole de mesurage vraiment très, très bordé, très ficelé, qui permet finalement de neutraliser, neutraliser l'impact de la variabilité de la configuration annuelle de la production. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, on n'a pas forcément le même tonnage betterave, on n'a pas forcément la même richesse en sucre, le même taux de cristallisation du sucre, etc. Donc finalement, dans notre protocole de mesurage, avec l'ADEME, on a réussi à établir une formule qui permet de neutraliser la variabilité de ces différents paramètres pour être sûr qu'à la fin, la différence mesurée, la différence de consommation d'énergie corresponde parfaitement au séchage de la pulpe. Donc voilà, donc ça c'était pas évident, mais c'était un travail de longue haleine, mais avec l'ADEME, on a vraiment fonctionné en très bonne intelligence par rapport à ça. Et le dernier point, bon, assez notable, c'est le scénario contrefactuel. Alors aujourd'hui, il y a deux notions qui ont pas mal fait débat au démarrage de l'ouverture de cet appel à projet. C'est la notion de scénario de référence et de scénario contrefactuel. Or, il se trouve, donc pour calculer l'assiette éligible de l'ADEME, c'est le surcoût de l'opération, donc c'est-à-dire que c'est la différence entre le coût du projet total, enfin le coût éligible total, moins ce qu'aurait coûté les investissements pour monter l'installation sur le scénario idéal, de référence. Or, il se trouve que Eppenancourt était déjà sur le scénario de référence, dans la mesure où les ratios énergétiques qu'elle présentait étaient clairement les mêmes que ceux énoncés dans le bref. Donc, on pouvait dire que l'installation d'Eppenancourt faisait partie des MTD, des meilleures techniques disponibles.
Le problème, c'est qu'en raisonnant de cette façon, finalement, comme Epenancourt était déjà dans l'MTD, donc finalement, le scénario de référence coûtait 0 parce qu'on était déjà au niveau attendu des meilleures techniques disponibles répertoriées. Donc en fait, on est venu, ça a été une discussion avec l'ADEME, on est venu dire que le scénario contrefactuel se substituait au scénario de référence. Et donc, c'est le coût du scénario contrefactuel, le coût des investissements du scénario contrefactuel qui nous a permis d'établir le surcoût de l'opération et donc l'assiette éligible de l'ADEME. Voilà, bon, peut-être que vous aurez des questions par rapport à ça, donc je vais pas monopoliser la parole, mais voilà, c'est important de le préciser. Donc, je rappelle que le scénario contrefactuel doit répondre à la question quels auraient été les investissements consentis sur la même thématique sans les aides de l'ADEME. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas eu les aides à l'investissement de l'ADEME? Mais en aucun cas, le scénario contrefactuel doit être gratuit. Il doit toujours impliquer des investissements, que ce soit des investissements en termes d'équipement ou même d'entretien exceptionnel sur les équipements déjà en place. Voilà. Donc oui, c'est ce que je précise dans le dernier point. Le scénario contrefactuel peut inclure, en plus des investissements de type travaux neufs, le budget nécessaire à l'entretien exceptionnel des infrastructures en place. Par exemple, dans le cadre du projet Cristal Union, le scénario contrefactuel comprenait le maintien des installations Epenancourt avec de nouveaux investissements, mais le maintien des installations actuelles à Epenancourt qui nécessitent des entretiens exceptionnels. Donc le coût de ces entretiens exceptionnels a été chiffré et a été rajouté dans le budget total du scénario contrefactuel. Voilà, ça c'est important parce que surtout quand le coût du scénario contrefactuel est faible, il faut quand même un petit peu le gonfler et jouer le jeu. Même si du coup le surcoût de l'opération va être un petit peu réduite, mais il faut jouer le jeu, il faut montrer vraiment le côté incitatif de l'aide ADEME. Voilà. Un autre point, c'est quand même, je voulais souligner le fait que depuis qu'il est possible de cumuler les aides ADEME avec le dispositif C2E, ben, pour le coup, ça a été extrêmement incitatif pour nous, ça a été très attractif, dans la mesure où sur ce projet, bah, du coup, on a, en tant que grande entreprise, on a touché un taux de financement, le taux de financement maximum, c'est-à-dire 30% de l'assiette éligible. Et comme c'est cumulé avec le dispositif C2E et que ce projet présente de très significatifs volumes d'économie d'énergie, qui en plus, je le signale pour ceux qui ne le sauraient pas, en l'occurrence, ce volume de C2E potentiel est boosté par une bonification liée au changement de combustible. Ça, il faudra éventuellement vous renseigner sur ce projet, sur cette disposition. Donc, en tout, on obtient un financement quand même de l'ordre de 55% du projet, bien sûr tout en restant au-dessus des 2 ans de temps de retour sur investissement, mais c'est quand même des chiffres qui parlent et clairement, sans ces deux dispositifs, Cristal Union aurait eu beaucoup de mal, surtout vu le contexte actuel du sucre, pas forcément très favorable économiquement, aurait eu beaucoup de mal à investir dans ce projet. Donc, je tenais à le souligner. Et enfin, je précise que c'est un projet qu'on a dû monter très rapidement. Hein. L'appel à projet a démarré début septembre pour un retour au 20 octobre de mémoire. Enfin, ça avait été repoussé au 23 octobre. Donc, sur un projet de cette envergure, ça laisse très peu de temps pour être instruit. Néanmoins, il était déjà un petit peu dans les cartons. On n'aurait pas pu en un mois et demi tout monter de toutes pièces comme ça. Hein. Il était déjà un petit peu dans les cartons, mais il faut souligner quand même l'aide très efficace et l'expertise technique importante des interlocuteurs ADEME, hein, qui ont vraiment été très disponibles et très réactifs pour répondre à nos questions et pour nous aider à bâtir le projet. Et également, bien sûr, de notre acteur obligé C2E qui a rapidement pu faire les calculs et s'engager avec nous dans la fameuse lettre d'engagement qui est nécessaire pour porter ce projet. Voilà. Donc l'ADEME a vraiment été très compétente et très réactive pour nous accompagner sur le dépôt de ce dossier. Voilà. J'en ai fini, donc je vais Merci beaucoup Vincent. Parole à Jean-François.
Merci beaucoup, Vincent. Allô, Jean-François. est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Jean-François. Et là, je partage pour toi la présentation. D'accord. Donc, juste pour l'audience, là, j'ai un gros souci de sécurité informatique qui me fait redémarrer mon PC et donc je suis en aveugle. Mais on va essayer de faire avec. Donc, en fait, je me présente, Jean-François Herlem, je suis le responsable environnement du groupe Rocket. Et donc, je vais vous présenter un exemple de décarbonation et notamment, on fera un focus plus sur la partie BCIAT comme avait été présenté par Xavier. Et donc, si on peut avancer, Rocket, c'est un groupe amidonnier mondial avec plus de 8000 collaborateurs, 25 sites de production dans le monde. On est effectivement installé avec 4 sites en France. Et donc sur la slide suivante, on va voir normalement, si je me souviens bien, les productions et les ingrédients en fait de grande qualité que l'on produit et qui sont orientés nutrition et santé dans différents marchés. Hein. Effectivement, la nutrition, l'alimentaire, la partie pharmaceutique, etc. Et également d'autres produits industriels. On est donc, la diapo suivante doit présenter normalement les différentes matières premières qu'on utilise, hein, puisque notre devise c'est offrir le meilleur de la nature, et donc on utilise des céréales, le blé, le maïs, on utilise aussi le pois et la pomme de terre afin de produire tous ces ingrédients. Et donc, on a également en place, et ça c'est normalement la slide suivante, mis en place un programme de développement durable basé sur 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est effectivement innovating sustainably, donc innover d'une manière durable, produire d'une manière durable, également s'approvisionner d'une manière durable, et enfin avoir des comportements et acting d'une manière durable. Un exemple donc que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui de notre site de Bannheim en Alsace, qui donc illustre clairement cette politique de développement durable et où on a pu, au cours des différentes années écoulées, mettre en place en fait une décarbonation de l'énergie. On est à plus de 75% de décarbonation de l'énergie sur ce site en Alsace, hein, qui emploie plus de 260 personnes et qui produit des amidons natifs modifiés et également du bioéthanol. Donc, si on peut passer à la diapo, peut-être clairement du BCIAT. Donc, en fait, on a, enfin plutôt, c'est pas le BCIAT, c'est la façon de décarboner. En 2011, en fait, on avait donc totalement une production de chaleur qui était base gaz. Et donc, on a mis en place au fur et à mesure des investissements. Les premiers investissements étaient plutôt basés sur la méthanisation, hein, donc des effluents et des boues, de façon à avoir une capacité installée de 2 MW environ. Ensuite, en 2011, avec une production en 2012 effective en 2012, on a eu la chaudière biomasse qui permettait d'avoir 43 MW installés. Et finalement, en 2016, on a eu l'inauguration d'une boucle de géothermie profonde, donc à 15 km du site, où on a fait des forages géothermiques à 2500 mètres de profondeur pour récupérer de l'eau chaude dans les failles alsaciennes, et qui permet donc d'approvisionner également en eau chaude, environ 160 degrés, le site, et donc ça pour une capacité, on va dire, de 24 MW. Donc il nous reste effectivement le reliquat pour travailler les appoints et les demandes de vapeur qui peuvent varier, qui restent au gaz, mais plus de 75% maintenant de la chaleur est effectivement d'origine renouvelable, comme vous pouvez le voir sur le graphe. Donc si on peut passer à la diapo suivante, qui est donc l'exposé du BCIAT, hein, donc c'est un BCIAT qui avait été fait en 2009, hein, ça commence à dater, mais au moins ça vous permet de voir un peu le retour d'expérience sur cette installation et de partager ça.
On avait eu donc à l'époque une subvention de l'ADEME qui représentait plus de la moitié de l'investissement, hein, qui était à 22 millions d'euros. Donc aujourd'hui, ça ne montrait pas à ces niveaux-là. On était vraiment au démarrage. Et aujourd'hui, en fait, clairement, c'est limité à 45% pour les grandes entreprises. Alors, ça peut monter pour les plus petites, effectivement, à des taux plus importants, comme cela a été présenté par Xavier au démarrage de l'exposé. Donc, c'est cette chaudière biomasse, hein, qui est de 43 MW, produit environ 60 tonnes heure de vapeur. C'est 120 à 150 000 tonnes de bois qui viennent d'un rayon d'environ 80 km. Et donc, ça a permis effectivement de décarboner de 75 000 tonnes de CO2 le site. Le total de décarbonation est aux alentours de 110 000 tonnes de CO2. Donc voilà, ça c'était les grosses installations. Donc c'est bases grumes et plaquettes forestières, hein, des grumes qui sont broyées puisqu'il y a un broyeur sur le site. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, Léa. Et donc, en fait, vous voyez sur cette diapo, alors là je l'ai pas tout en tête, mais c'était un peu les retours d'expérience qu'on a. Hein. En fait, c'est donc des gros investissements, hein, c'est une des plus grosses chaudières biomasse en France. Il y a forcément des variations sur les prix du gaz, et il y a des années où le gaz a été plus bas, enfin la vapeur base gaz a été plus basse que la vapeur base bois. Donc ça affecte un peu la rentabilité, mais au global, on va dire que en moins de 8 ans, la rentabilité est retournée à peu près, retour sur investissement est à peu près dans ces dates-là. Également, il a fallu mettre au point la chaudière puisque c'était une très grosse et donc les constructeurs n'étaient pas forcément tous au niveau pour ce type de chaudière, et donc il faut toujours faire face un petit peu à la mise au point, etc. Il faut aussi avoir en tête que c'est des coûts quand même en OPEX assez importants puisqu'il y a beaucoup de mécanique, hein, avec de l'usure. Voilà, et donc il y a des arrêts quand même de chaudière, hein, qui sont environ de 3 semaines minimum par an. Hein. Donc voilà, il faut prévoir aussi quelque chose en substitution. Quoi d'autre à savoir également, c'est effectivement les prix du CO2 qui aujourd'hui grimpent, et au mois de janvier là on atteint les 40 €. Donc effectivement ça joue beaucoup sur la rentabilité, ce qui n'était pas vrai les années précédentes, hein. Donc là on va dire que les retours devraient s'améliorer avec les nouveaux prix du CO2. Effectivement les années précédentes le CO2 était resté à des niveaux assez bas. Ensuite, il y a tout ce qui est aussi également autorisation, etc., mettre en place sur ce type de projet. Voilà, et je crois qu'il est déjà 12h05, donc je suppose qu'on a peut-être dépassé un tout petit peu le planning. Donc je serais ravi de répondre à vos questions par rapport à ces retours d'expérience.